Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices, chers collègues au Burkina Faso, au Sénégal et en Belgique, chers participants, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement du projet Bâtir des systèmes nationaux de protection sociale robustes pour couvrir les travailleurs de l'économie informelle et leurs familles, faciliter leur accès aux soins de santé et leur permettre de faire face aux défis de demain. Ce projet est mis en œuvre par l'Organisation internationale du travail en étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires sociaux au Burkina Faso et au Sénégal. Nous remercions le gouvernement de la Belgique pour son appui financier. Nous sommes particulièrement honorés d'avoir parmi nous aujourd'hui Madame Myriam Kittir, ministre de la Coopération et Développement de la Belgique, Professeur Seni Mahamadou Ouedraogo, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso, Monsieur Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions au Sénégal, Madame Valérie Schmidt, directrice adjointe du département de la protection sociale de l'Organisation internationale du travail, ainsi que Monsieur Draman Haidara, directeur de l'équipe d'appui technique de l'OIT au travail décent pour l'Afrique occidentale et du bureau de pays pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Pour le programme d'aujourd'hui, nous allons d'abord écouter les remarques d'ouverture de nos invités distingués. Les remarques d'ouverture seront suivies par une présentation du projet par Madame Valérie Schmidt et moi-même, Aurélie Klein. Je fais partie de l'équipe du projet au département de la protection sociale de l'OIT. Ensuite, nous pourrons écouter les représentants des gouvernements et des partenaires sociaux du Burkina Faso et du Sénégal, ainsi que des représentants de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui interviendront dans le cadre d'une table ronde sur la contribution du projet aux opportunités et défis pour l'extension de la couverture de protection sociale. Cette table ronde sera animée par M. Draman Bachali, spécialiste du BIT en matière de protection sociale, responsable pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pendant cette table ronde, vous aurez la possibilité de poser directement des questions aux experts. Nous vous invitons à utiliser la fonction questions-réponses que vous trouverez en bas de votre écran. Nous terminerons notre séance par des remarques de clôture. Après cette brève introduction, je propose d'entrer dans le vif du sujet. Madame la ministre Kittir, je vous invite à donner vos remarques d'ouverture. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. En tant que ministre belge de la coopération au développement, j'aimerais tout d'abord saluer Monsieur le ministre Ouedraogo, ici, qui représente le gouvernement du Burkina Faso et du Sénégal, partenaires centraux de ce projet. Vous le savez. Dit heb ik op het web gevonden. Comme vous le savez, sans aucun doute, environ 60% de travailleurs et de travailleuses dans le monde entier travaillent aujourd'hui dans le secteur informel. Et donc, ils ou elles travaillent sans protection sociale. Ces personnes sont filets de sécurité, touchées par des pertes de revenus, le licenciement, des difficultés à payer leurs soins médicaux, sont le plus vulnérables face au impact de l'épidémie du COVID-19. C'est pourquoi ce projet, en partenariat avec le gouvernement sénégalais et burkinabé, me tient si chaud au cœur. Parce qu'en renforçant les systèmes de protection sociale au Burkina Faso et au Sénégal, il est possible de diminuer l'impact sanitaire, social et économique de cette crise. Voilà pourquoi la coopération belge au développement n'a pas hésité à allouer un budget de 2 millions d'euros en faveur de ce programme phare de l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, qui a une expertise dans le domaine de la protection sociale, une expertise reconnue au niveau international. Ce qui est particulièrement intéressant également avec le travail de l'Organisation internationale du travail, ce sont approches tripartites.
gouvernement, syndicats de travailleurs et organisations des employeurs. Cette approche, c'est une véritable richesse. Elles permettent de définir des politiques qui répondent vraiment aux besoins et aux réalités. Elles permettent aussi un maximum d'appropriation de cette politique. En tant que ministre belge, je voudrais également saluer ici l'œuvre pionnière de plusieurs acteurs de la coopération non gouvernementale belge, syndicats de travailleurs et mutuelles de santé, qui mettent en œuvre depuis 2017 un agenda du travail décent, notamment au Sénégal et au Burkina Faso. Et en ce qui concerne la coopération gouvernementale, Enabel, l'agence belge qui la met en œuvre, dispose d'une expérience intéressante concernant l'assurance maladie au Sénégal, qui nous sert d'inspiration dans d'autres pays également. Si vous me le permettez, j'aimerais terminer par une note personnelle. Dans le passé, j'ai moi-même eu la chance de représenter mes collègues travailleurs. C'était à l'usine automobile Ford Genk en Belgique, où j'ai travaillé comme ouvrière des années quand j'étais plus jeune. C'est là, à l'usine, que j'ai appris que seul le dialogue social apporte une meilleure protection sociale. Car seulement une protection sociale décidée ensemble, une protection sociale qui répond aux besoins de tous et de toutes, peut être une protection sociale qui fait la différence. Il y a encore un chemin à parcourir, mais ensemble, Monsieur le ministre Ouédraogo, ici, on peut faire cette différence. Je suis convaincue. Merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup, Madame Kittir, et nous apprécions particulièrement l'importance que vous donnez au tripartisme et de nous rappeler cette importance. Je donne la parole à Professeur Seni Mahamadou Ouédraogo, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso. Excellence, Monsieur le ministre, votre micro est fermé, on ne vous entend pas. Vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît? Peut-être que, Monsieur le ministre, si vous pouvez faire vos remarques en attendant qu'on a réglé les problèmes techniques. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame. Madame le ministre de la Coopération au développement de la Belgique, Monsieur le ministre de la Fonction publique du Travail, de la Protection sociale du Burkina Faso, Madame la directrice du département de la protection sociale de l'Organisation internationale du travail, Monsieur le directeur du bureau pays de l'OIT à Dakar, Mesdames, Messieurs les représentants des gouvernements du Sénégal et du Burkina Faso, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de prévoyance sociale et des partenaires sociaux du Sénégal et du Burkina Faso, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués invités en vos rangs et qualités. Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall,
mes sincères remerciements au gouvernement de la Belgique pour avoir choisi notre pays parmi les bénéficiaires de cet important projet qui vise à bâtir des systèmes nationaux de protection sociale robustes étendus aux travailleurs de l'économie informelle et aux membres de leur famille. Autorités étatiques, responsables d'institutions internationales ou bailleurs, nous sommes de plus en plus conscients de l'importance que revêtent les initiatives en matière de protection sociale pour s'attaquer à la pauvreté, mais aussi contribuer concrètement à la réalisation des objectifs globaux de développement. D'autant plus que la pandémie de la COVID-19 nous a révélé la nécessité de développer des systèmes de protection sociale de qualité sensibles au choc. C'est pourquoi ce projet vient à point nommé, car il a pour objectif le renforcement de la protection sociale à travers l'extension de la couverture des travailleurs de l'économie informelle et rurale, contribuant ainsi à la réalisation des ODD, à la mise en œuvre des recommandations 202 de l'OIT sur les socles de protection sociale et 204 concernant la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Tout bien considéré, ce projet s'inscrit dans une dynamique impulsée par le gouvernement du Sénégal. En effet, le gouvernement a placé le développement du capital humain et la protection sociale au centre du plan Sénégal émergent. Mieux, dans le cadre du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré du plan Sénégal émergent, une amélioration du système opérationnel de couverture sociale est déclinée avec la réforme phare accès de l'économie informelle à la protection sociale, le régime simplifié pour les petits contribuables. Cette vision est également décrite dans la stratégie nationale de protection sociale, le programme pays pour le travail décent et notre lettre de politique sectorielle en tant que ministère en charge du travail. Tout cela pour dire l'importance que revêt ce projet. Un projet en parfaite adéquation avec la politique de l'État du Sénégal concernant l'extension de la protection sociale à toutes les catégories de travailleurs. Mesdames et messieurs, lors d'un atelier virtuel tenu le jeudi 11 février 2021, le document technique relatif à cette initiative a été examiné et validé. Après de fructueux échanges par les différents acteurs de la protection sociale dans notre pays. Les discussions lors de cet atelier ont par ailleurs révélé que ce projet servira d'appui à la mise en œuvre du projet de régime simplifié pour les petits contribuables, en se concentrant sur la prise en charge du risque maladie des travailleurs de l'économie informelle. En effet, depuis 2013, le gouvernement du Sénégal, en collaboration avec le BIT, a conduit toutes les études afférentes à ce projet. Les paramètres techniques des différentes branches, le cadre législatif, même les articulations possibles avec le programme de couverture maladie universelle ont été examinés. Il reste désormais à mener la phase pilote pour tester et ajuster les paramètres techniques, mener les discussions nécessaires avec les institutions de sécurité sociale afin de convenir des arrangements institutionnels opérationnels les plus appropriés, renforcer les organisations professionnelles pour qu'elles puissent assumer leur rôle dans le déploiement, développer le système d'information devant gérer ce régime, entre autres. La capitalisation de cette expérience pilote, qui devra durer 18 mois, permettra à coup sûr la mise à l'échelle du programme sur le plan national dans une deuxième phase. Incontestablement, au regard de l'appui technique qu'il met à notre disposition, ce projet constitue une véritable opportunité pour accélérer la mise en œuvre du projet de régime simplifié. Toutefois, vous conviendrez avec moi que sa réussite dépend
d'une large participation de toutes les parties prenantes concernées par la sécurité sociale. Il est par ailleurs important de souligner que les initiatives en matière de protection sociale sont à prioriser pour s'attaquer à la pauvreté monétaire et notamment à celle engendrée par la pandémie de la COVID-19. Il nous faut engager des actions concertées, cohérentes, coordonnées, visant un seul objectif: contribuer à l'amélioration des conditions d'existence des populations et plus particulièrement celles des travailleurs de l'économie informelle. Aussi, voudrais-je inviter toutes les parties prenantes à s'impliquer dans la mise en œuvre de ce projet. Je veux nommer tous les ministères concernés, les institutions de sécurité sociale, les partenaires sociaux, sans oublier les organisations professionnelles, les chambres de métiers, les regroupements et les corporations de métiers du secteur informel. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je souhaite très sincèrement réitérer mes remerciements à l'Organisation internationale du travail pour avoir choisi le Sénégal parmi les bénéficiaires de son programme phare sur les socles de protection sociale, mais également la Belgique pour cet appui important dans l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle, sans oublier le bureau pays de l'OIT à Dakar pour son appui technique constant. En ce qui nous concerne, je puis vous assurer que mon département s'engagera aux côtés des principaux acteurs et que nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de ce projet. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci beaucoup, ministre Si, et merci beaucoup pour cet aperçu sur les politiques de protection sociale au Sénégal et aussi de mentionner tous les progrès qui ont déjà été faits. Je passe la parole à ministre Ouédraogo. Merci, Madame Myriam Kiti, ministre belge de la coopération au développement, Monsieur Sambassi, cher aîné, ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants de l'OIT et du BIT, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes délégations, chers participants. La présente cérémonie marquant le lancement du projet de l'Organisation internationale du travail OIT sur la coopération pour le développement au Burkina Faso est placée sous le thème « Bâtir des systèmes nationaux de protection sociale robustes pour couvrir les travailleurs de l'économie informelle et leurs familles, faciliter leur accès aux soins de santé et leur permettre de faire face aux défis de demain », m'offre l'opportunité, ainsi qu'aux autres parties prenantes, de souhaiter, au nom de nos différents gouvernements et donc de celui du Burkina Faso et à mon nom propre, la bienvenue à cette séance. Le choix porté sur mon pays, parmi tant d'autres, témoigne de l'intérêt que vous accordez à la protection sociale sur le continent et singulièrement dans les pays qui ont été retenus. Qu'il me soit donc permis d'exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à l'égard de l'OIT à travers son bureau pays basé en Côte d'Ivoire pour son inlassable soutien à notre pays et surtout à la Belgique pour son accompagnement financier dans la réalisation de ce projet. Chers homologues, mesdames et messieurs, malgré d'importants progrès pour l'extension de la protection sociale dans de nombreuses régions du monde, le droit à la sécurité sociale et plus globalement le droit à la protection sociale n'est toutefois une réalité pour la majeure partie de nos populations. En effet, près de 55% de la population mondiale, soit environ 4 milliards d'êtres humains, ne bénéficient pas d'au moins une prestation de prestations sociales et plus de 75% de la population mondiale est encore exclue du droit de la santé. Au Burkina Faso, les régimes de sécurité sociale ne couvrent que 10% de la population.
Au regard de ces chiffres combien effroyables qui nous interpellent sur la situation de vulnérabilité de nos populations, l'extension de la couverture santé constitue une priorité des plans nationaux de développement économique et social. Nous devons donc déployer plus d'efforts pour atteindre l'objectif de protection sociale pour tous d'ici 2030. C'est en cela que le présent projet, promis pour une durée de 18 mois, apparaît salvateur et je suis réjoui que son lancement intervienne aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers participants, je vais conforter les efforts de mon gouvernement dans la couverture sanitaire des populations en général et des acteurs de l'économie informelle en particulier, dans la mesure où, sans nul doute, il contribuera à opérationnaliser l'assurance maladie pour le bien-être de nos populations. En effet, le présent projet est un estimable soutien dans la mise en place de notre système d'assurance maladie universelle qui constitue un des objectifs de l'axe 3 du plan national de développement économique et social du Burkina Faso pour la période 2016 et 2020 et qui est dénommé « Développer le capital humain ». C'est sur cette forte conviction que le présent projet de coopération pour le développement au Burkina Faso est une nécessité. J'invite donc tous les différents acteurs intervenant dans sa mise en œuvre à ne ménager aucun effort pour sa réussite. C'est pourquoi je voudrais souhaiter un plein succès à notre projet et marquer la disponibilité de mon gouvernement à y apporter son soutien constant. Je vous remercie. Merci beaucoup, ministre Ouédraogo, pour attirer notre attention aussi à l'assurance maladie universelle que le Burkina Faso a lancée et qui fait bien sûr partie de toutes les priorités nationales ainsi que de ce projet. Merci beaucoup et je passe la parole à Madame Schmidt. Merci beaucoup Aurélie. Je suis Valérie Schmidt, je dirige le programme phare mondial pour les socles de protection sociale de l'OIT et je remplace notre directrice Madame Chara Razavi qui n'a pas pu être là avec nous ce matin et qui vous envoie toutes ses excuses. Madame Kittir, ministre de la Coopération au développement de la Belgique, Professeur Seni Ouédraogo, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso, Monsieur Si, ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions du Sénégal, Monsieur Aïdara, directeur de l'équipe d'appui technique de l'OIT au travail décent pour l'Afrique de l'Ouest, chers participants et chers collègues. Je suis très heureuse de participer aujourd'hui avec vous à la réunion de lancement d'un nouveau partenariat entre le gouvernement belge et l'Organisation internationale du travail. Ce partenariat vise à appuyer le développement des systèmes de protection sociale et l'extension de la couverture aux travailleurs de l'économie informelle et leurs familles dans deux pays, comme vous l'avez compris, le Burkina Faso et le Sénégal. C'est un immense honneur d'avoir parmi nous Madame Kittir, ministre de la Coopération au développement de la Belgique. La Belgique est, comme vous le savez, un partenaire de longue date de l'OIT dans le domaine de la protection sociale et aussi du dialogue social. La Belgique a pendant de nombreuses années appuyé l'OIT dans l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle et leurs familles, au travers notamment du programme STEP Belgique. Grâce à cette collaboration, l'OIT a pu développer des connaissances et de l'expérience qui ont notamment favorisé l'élaboration et l'adoption de la recommandation numéro 202 sur les socles de protection sociale en 2012, mais aussi de l'adoption de la recommandation 204 sur la formalisation. Ce travail a également, pour une large part, contribué au développement du programme phare mondial de l'OIT pour les socles de protection sociale, dont le présent projet que nous lançons aujourd'hui fait partie. Mes collègues et moi-même sommes ravis que la protection sociale soit de nouveau un élément clé de la politique belge de coopération et au développement.
Nous sommes également heureux de pouvoir, au travers de ce projet, collaborer non seulement avec le ministère de la Coopération et du Développement, mais aussi avec les partenaires sociaux belges, les organisations de la société civile, la mutualité, l'expertise belge de Belinco-SOC notamment, et l'agence de coopération ENABEL. L'appui technique, politique et financier de la Belgique nous est très précieux et contribuera, comme l'ont dit les ministres du Burkina et du Sénégal, et contribuera à l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable, notamment l'objectif 1.3 sur les socles de protection sociale et l'objectif 3.8 sur l'accès aux soins de santé. Mais ce n'est pas seulement l'engagement de la Belgique qui nous réjouit aujourd'hui, c'est aussi l'engagement des gouvernements du Burkina Faso et du Sénégal en faveur de l'extension de la protection sociale, comme nous l'ont rappelé messieurs les ministres Ouedraogo et Si. L'adoption du régime simplifié au Sénégal et du régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso démontre que les deux pays se sont engagés à renforcer leur système et accroître la couverture de la protection sociale. Ceci répond à un besoin particulièrement criant aujourd'hui dans le contexte de la crise sanitaire, sociale et économique liée à la Covid-19, où l'accès aux soins de santé et à une sécurité du revenu apparaissent plus que jamais prioritaires. Offrir une couverture aux travailleurs de l'économie informelle et à leurs familles est un défi majeur dans ces deux pays, où l'économie informelle représente plus de 80% de la population active. C'est un défi, mais c'est aussi une nécessité pour reconstruire le tissu économique et social de l'après-Covid. C'est aussi l'opportunité d'accroître les financements pour la protection sociale en mobilisant la participation financière des acteurs de l'économie informelle, que cela soit au travers du paiement de taxes ou de cotisations sociales. Et c'est enfin une opportunité pour formaliser l'économie et se diriger sur un chemin de croissance inclusive. La protection sociale est, comme vous le savez, non pas un coût, mais un investissement dans le développement des pays, avec un retour sur investissement immédiat en matière de points de PIB, de croissance, et un retour sur le plus long terme en matière de développement humain. Le projet que nous lançons aujourd'hui aidera les gouvernements du Burkina Faso et du Sénégal, c'est en tout cas notre souhait, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, à peaufiner les derniers détails pour la mise en œuvre de ces deux régimes qui ont été mentionnés. L'engagement du Burkina et du Sénégal peuvent ainsi servir d'exemple à d'autres pays de la sous-région. Un tel partage des connaissances généré grâce à l'expérience des pays est au cœur du programme phare de l'OIT pour les socles de protection sociale. J'ai mentionné l'importance de la volonté politique des gouvernements, que cela soit ceux de la Belgique, du Burkina Faso ou du Sénégal, pour que la protection sociale devienne une réalité pour tous. J'aimerais mentionner un autre élément important, le dialogue social. L'OIT, comme cela a déjà été rappelé, se distingue des autres organisations multilatérales par son caractère tripartite. Et le projet que nous lançons aujourd'hui veillera bien entendu à ce que les partenaires sociaux du Burkina Faso et du Sénégal soient associés aux consultations qui viennent d'avoir lieu dans les deux pays, mais aussi à la mise en œuvre des deux régimes permettant l'extension de la protection sociale. La recommandation 202 sur les socles de protection sociale nous le rappelle. La participation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi que la consultation d'autres organisations pertinentes, représentatives des personnes concernées, sont des éléments clés pour bâtir des systèmes de protection sociale durables et résilients. Ce principe fait partie intégrante de toutes nos interventions et bien sûr aussi du présent projet que nous lançons aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite que cette réunion soit très fructueuse. Merci. Merci beaucoup Valérie, aussi pour mettre l'accent sur les conventions et recommandations de l'OIT et les principes qui y sont inclus. Notre dernier intervenant, Monsieur Draman Haidara, je vous donne la parole. Merci. Madame Myriam Ketty, ministre de la Coopération et au Développement de la République de Belgique, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions du Sénégal, cher frère Sambassi, Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso, cher frère professeur Seni Mahamadou Ouedraogo, chers collègues
Valérie Smith, directrice adjointe du département de la protection sociale de BIT, Madame la secrétaire exécutive de la CIPRES, Monsieur le représentant de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs, chers collègues du BIT, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous ce matin à l'occasion du lancement du projet « Bâtir des systèmes de protection sociale pour couvrir les travailleurs de l'économie informelle, faciliter leur accès aux soins de santé et leur permettre de faire face aux défis de demain. » Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements au gouvernement de la Belgique pour avoir approuvé et financé cet important projet. Madame la ministre, votre participation personnelle à cette cérémonie de lancement du projet est un symbole fort de l'attachement du gouvernement de la Belgique à la promotion du travail décent et en particulier la couverture universelle de la protection sociale. J'aimerais rappeler qu'au cours des années 2000, la Belgique a appuyé l'un des projets phares d'assistance technique du BIT en protection sociale, qui restera d'ailleurs un exemple lointain pour l'Afrique. Je vais nommer le programme STEP, qui a notamment contribué à créer un environnement favorable à la promotion de la protection sociale dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, la déclaration d'Abidjan pour le centenaire de l'OIT, prise en décembre 2019, lors de la réunion régionale africaine, a fait de l'extension progressive de la protection sociale une des grandes priorités de l'organisation au cours des prochaines années. S'inscrivant dans cette déclaration, le Bureau régional pour l'Afrique de l'OIT a élaboré une stratégie pour l'extension de la protection sociale en Afrique, dans laquelle la couverture des travailleurs de l'économie informelle constitue un axe majeur. La pandémie de la COVID-19 et ses impacts socio-économiques ont une fois encore démontré l'importance du droit à la protection sociale et la nécessité de disposer dans tous les États de systèmes robustes de protection sociale. Je salue donc le lancement de ce projet qui contribuera à l'extension de la protection sociale, notamment en santé pour les travailleurs de l'économie informelle au Burkina Faso, mais aussi au Sénégal. Avec notamment l'appui du BIT, ces deux pays ont, au cours des années passées, développé des mécanismes de protection sociale à vision universelle. Cependant, la majorité des travailleurs et des travailleuses de l'économie informelle restent non couverts. Quelques statistiques ont été avancées tout à l'heure par ma collègue Valérie Smith. Sous le leadership de Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions du Sénégal, M. Sambassi, et de Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso, professeur Seni Ouedraogo, des consultations nationales ont été menées avec les principaux acteurs dans les deux pays et ont permis d'élaborer des plans d'action adaptés et consensuels pour la mise en œuvre du projet. Il s'agit globalement de finaliser la définition des paramètres techniques et financiers, des systèmes, de développer des outils et procédures adaptés, de renforcer les capacités des acteurs et institutions de couverture en santé et appuyer la communication et la sensibilisation des acteurs. Le BIT, en collaboration avec les parties prenantes nationales, ainsi que les partenaires au développement actifs dans le domaine de la protection sociale, s'engage à apporter à travers ce projet une assistance technique pour l'élaboration et la mise en œuvre de mécanismes adaptés pour la couverture des travailleurs et des travailleuses de l'économie informelle. Mesdames et Messieurs les ministres, chers participants, chers collègues, c'est sur ces mots que je déclare lancer le projet « Bâtir des systèmes de protection sociale pour couvrir les travailleurs et travailleuses de l'économie informelle, faciliter leur accès aux soins de santé et leur permettre de faire face aux défis de demain au Sénégal, mais aussi au Burkina Faso ». Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci beaucoup, M. Haidara. Merci pour cette perspective régionale et vous avez déjà fait la transition sur la présentation du projet qui est maintenant déclaré lancé.
Avant de donner la parole à Valérie pour la présentation du projet, je voulais encore une fois remercier très chaleureusement tous nos intervenants. On est vraiment très honorés de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup et avec ça, je donne la parole à Valérie. Merci Aurélie. Donc, comme il a été mentionné, ce projet en coopération avec la Belgique et qui sera mis en œuvre au Burkina Faso et au Sénégal fait partie du programme phare mondial de l'OIT pour mettre en place des socles de protection sociale pour tous. Le programme phare est un programme de 15 ans qui a été lancé en janvier 2016, validé par le conseil d'administration en novembre 2015 et nous prévoyons 3 phases. Donc, nous sommes à la fin de la première phase et nous sommes en train d'évaluer cette première phase avant de bâtir la stratégie pour la deuxième phase qui sera lancée cette année. L'objectif de ce programme, c'est de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable en matière de protection sociale et notamment des cibles 1.3 sur les socles de protection sociale et 3.8 sur l'accès pour tous à l'assurance, enfin au système d'assurance et d'assistance en matière de soins de santé. Aurélie, tu peux passer au slide d'après? Merci. Notre feuille de route pour appuyer le développement des systèmes de protection sociale et, comme il a été déjà mentionné, la recommandation numéro 202 sur les socles de protection sociale. Pourquoi cette recommandation? Premièrement, parce que c'est un texte qui a été adopté au niveau international par l'ensemble des mandants de l'OIT et qui met la priorité sur l'extension de la protection sociale à tous et réaffirme vraiment la protection sociale comme un droit humain qui doit devenir une réalité pour tous. Cette recommandation offre également une définition de ce que c'est qu'un socle de protection sociale, ce que devrait être un socle de protection sociale, qui devrait au minimum inclure l'accès aux soins de santé essentiels, y compris les soins de santé liés à la maternité, et la sécurité des revenus tout au cours de la vie. Que ce soit un enfant, une personne en âge de travailler ou une personne âgée, on a besoin d'une sécurisation des moyens de l'existence afin de pouvoir vivre dignement. Et cette sécurisation des moyens de l'existence peut inclure toutes sortes de mécanismes, que ce soit des allocations familiales, des bourses scolaires, l'assurance chômage, l'assurance maternité, l'assurance contre les accidents du travail, ce qu'on appelle les transferts sociaux pour les personnes vulnérables et les pensions de retraite, par exemple. L'autre point important de cette recommandation, c'est qu'elle met en avant un ensemble de principes au nombre de 19 qui permettent de bâtir des systèmes de protection sociale sur la base du socle, mais aussi ces systèmes doivent permettre à de plus en plus de personnes d'avoir accès à des niveaux plus adéquats de protection sociale. Parmi ces principes, il y a plusieurs grandes familles de principes. L'un d'entre eux, c'est la responsabilité des États. Les systèmes de protection sociale ne peuvent pas être mis en œuvre sans une volonté politique claire de la part des gouvernements, mais aussi de tout l'appareil institutionnel qui doivent vraiment prendre la responsabilité des systèmes de protection sociale nationaux. Un deuxième grand principe clé, c'est le dialogue social. L'idée est vraiment de bâtir des systèmes de protection sociale sur la base du dialogue social, comme l'a dit le ministre Kittir, pour au moins 2 raisons, mais il y en a certainement plus. Une première raison, c'est pour que ces systèmes de protection sociale répondent aux besoins des populations et aussi tiennent compte de leurs contraintes. Et une deuxième raison, c'est qu'en fait, ils soient beaucoup plus pérennes, puisque s'il y a un dialogue social, s'il y a un consensus national
pour bâtir des systèmes de protection sociale, l'ensemble de la société est partie prenante et va appuyer non seulement mais aussi la mise en œuvre de systèmes de protection sociale. Un troisième principe, c'est le droit. La sécurité sociale n'est pas un élément de la charité, c'est un élément de droit. Ce qui veut dire qu'en fait, à partir du moment où on a un droit à la sécurité sociale, ce droit doit être le même pour tous. Et ça nous conduit vers l'idée d'universalité de la protection sociale. La protection sociale devrait être là pour tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas accès à la protection sociale. Un principe qui est très important et qui est lié au droit aussi, qui permet de mettre en œuvre ce droit, c'est l'idée de la solidarité. La protection sociale, ce n'est certainement pas un mécanisme d'épargne où chacun peut épargner pour sa retraite ou pour l'éducation de ses enfants. Ce n'est pas du tout ça. La protection sociale, c'est mettre en commun des ressources et mettre en commun des risques. C'est-à-dire qu'au travers de la protection sociale, il y a une réelle redistribution des richesses et une entraide en cas de besoin. Cette recommandation parle aussi de différentes approches. Il n'y a pas juste un modèle de protection sociale. On ne va pas arriver à mettre en place une protection sociale pour tous au travers de seul un modèle, qui pourrait être l'assurance sociale ou les cash transferts ou les mutuelles. Il y a en fait les systèmes qui existent, qui ont réussi vraiment à couvrir l'ensemble de leur population, sont des systèmes bâtis sur un ensemble de mécanismes et non pas sur un seul modèle. Donc tout ça pour dire que cette recommandation est extrêmement utile. Il faut aller un petit peu dans le détail de tous ces principes et vraiment afin de pouvoir l'utiliser comme un réel guide pour bâtir des systèmes de protection sociale. Aurélie ? Oui. Le programme phare mondial a 4 piliers. Un premier pilier, c'est l'appui au développement des systèmes de protection sociale dans les pays. Et effectivement, le projet financé par la Belgique contribue grandement à ce premier pilier dans la mesure où il a permis à ce qu'on ait 2 projets, un au Sénégal et un au Burkina, pour vraiment travailler en profondeur avec le gouvernement et les partenaires sociaux et la société civile dans la mise en œuvre de ces 2 programmes, le régime simplifié et l'assurance maladie universelle. Il y a un deuxième pilier qui est l'échange et le développement des connaissances entre les pays. Et ceci nous paraît essentiel, notamment quand un pays a une bonne pratique, afin que cette bonne pratique puisse être partagée avec d'autres pays. Il arrive aussi que les pays aient des, entre guillemets, mauvaises pratiques, c'est-à-dire en fait des défis, des difficultés, et il nous paraît également très intéressant d'échanger ces difficultés afin de réfléchir ensemble à les surmonter. Et ce projet, financé par la Belgique, comporte cette dimension d'échange et de développement des connaissances, notamment au travers du volet régional et du volet global. Un troisième aspect du programme phare, c'est sur la base de l'expérience dans les pays, l'expérience au travers des échanges, de développer des outils qui puissent être utilisés pour plein d'autres pays, pas seulement en Afrique de l'Ouest. Ça pourrait être des outils qui pourront être utilisés en Asie de l'Est, par exemple, en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine. Et vice-versa, en faisant partie du programme phare mondial, ce projet bénéficie aussi de l'ensemble des outils qui ont déjà été créés avant le lancement de ce projet. Par exemple, un outil très important pour ce projet, c'est le guide que nous avons développé sur l'extension de la protection sociale à l'économie informelle. Mais inversement, ce projet va permettre de créer par exemple un MOOC, qui est un Massive Online Open Course. Donc c'est un cours en ligne pour tous et qui va nous permettre de diffuser des éléments clés qui ont été appris au travers de ce projet. Enfin, le programme phare mondial a un dernier axe qui est ce qu'on appelle les partenariats. Les partenariats, ce n'est pas juste pour faire des partenariats. L'idée de partenariat, c'est de vraiment essayer à la fois au niveau des pays, au niveau régional, au niveau global, d'avoir des partenariats stratégiques pour vraiment démultiplier notre action. Et c'est là que des partenariats, évidemment, avec Enabel, avec Belincosoc, avec la société civile et les mutuelles aussi, belges et les partenaires sociaux belges nous paraissent très importants dans le cadre de ce projet. C'est là aussi que d'un partenariat au niveau régional avec la CIPRES nous paraît extrêmement important dans le cadre de ce projet afin de vraiment diffuser
les apprentissages du projet vers d'autres pays de la sous-région. Voilà, là. Aurélie, tu peux prendre le relais. Merci. Oui, donc merci Valérie. Plus concrètement sur le projet, on a déjà entendu beaucoup de choses. Donc, il fait partie aussi de la réponse de la coopération belge à la crise du Covid-19. Il a été lancé, il a commencé en décembre 2020 avec une phase d'inception que nous venons de terminer maintenant. Lors de la phase, on avait des consultations avec tous les partenaires au Burkina Faso et au Sénégal. Et maintenant, on est prête avec des activités spécifiques pour la mise en œuvre qui s'étendra sur les 15 mois prochains, donc jusqu'en mai 2022. L'objectif du projet est bien sûr d'étendre la couverture de protection sociale dans les deux pays. Et comme Valérie a mentionné, notre théorie du changement s'inscrit dans la logique du programme phare mondial de l'OIT. Donc, dans une première étape, le projet vise à appuyer les designs des régimes en place. Vous avez ça donc, dans les activités au niveau des pays. Au Sénégal, il s'agira d'appuyer la finalisation des paramètres de la branche santé du régime simplifié et très concrètement de préparer une initiative pilote à travers la création d'une mutuelle sociale des artisans. Monsieur le ministre Sy a déjà fait référence à ces activités. Au Burkina Faso, l'appui s'articulera autour du renforcement du régime d'assurance maladie universelle. Les activités comprennent notamment le renforcement de son architecture, la finalisée du paquet de soins de base ou encore le développement de stratégies de financement. Une deuxième étape, encore au niveau des pays, appuie le renforcement des capacités des acteurs de la protection sociale et vise aussi le développement des outils nécessaires à la mise en œuvre des régimes. Dans les deux pays, l'accent sera mis sur le renforcement des systèmes d'information en se basant sur les systèmes qui sont déjà en place et, si nécessaire, en introduisant de nouveaux logiciels comme par exemple OpenEmis. Un autre aspect clé du projet sera le développement de campagnes de communication en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, les mutuelles et les autres acteurs clés. Mais comme Valérie a bien mentionné, on est dans la logique du programme phare de l'OIT et donc on a aussi deux composantes. Les deux composantes pays seront complétées par une composante régionale et globale. On a déjà mentionné donc les partenariats avec la CIPRES et l'UMOA qui permettront d'appuyer l'apprentissage mutuel entre les deux pays et au-delà entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau global, le projet bénéficiera de l'appui du dispositif d'expertise technique de SOPRO et, comme mentionné aussi, le partage des connaissances sera encouragé par la mise en place de ce MOOC, donc un cours en ligne sur la protection sociale qui s'adresse à un public plus généraliste. À faute d'avoir suffisamment de temps, ceci a été une présentation très sommaire du projet. Les experts de la table ronde en savent beaucoup plus que moi et donc je vous invite déjà de poser vos questions dans la fonction questions-réponses que vous trouvez en bas de votre écran. Et je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Draman pour la table ronde. Merci. Merci Aurélie. J'aimerais à l'entame de cette table ronde adresser mes remerciements aux différents ministres qui sont présents. Votre présence nous honore. Et donc, à la suite de cette présentation succincte et générale du projet, nous allons organiser quelques échanges avec les principales parties prenantes du projet pendant quelques minutes. Et pour lancer ces échanges-là, nous avons l'honneur d'accueillir 5 panélistes qui nous viendront du Burkina Faso, du Sénégal, mais également, comme ça a été dit tout à l'heure, de la commission de l'UEMOA et de la CIPRES. Donc, avec ces panélistes, nous allons aborder différentes questions et vous pourrez par la suite poser des questions ou contribuer aux différents échanges. Donc, je vais commencer par M. Nestor Langan, qui est le directeur des affaires juridiques et du contentieux de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle au Burkina Faso.
Le Burkina Faso a adopté en 2015 une loi sur le régime d'assurance maladie universelle et a mis en place une caisse nationale d'assurance maladie universelle en 2018. Alors, Monsieur Langan, pourriez-vous dire de façon succincte les réalisations qui ont été faites au niveau du Burkina Faso à ce jour et nous présenter les principaux défis dans le déploiement de ce régime d'assurance maladie, notamment au travers de l'économie informelle? Vous avez la parole pour maximum 5 minutes, s'il vous plaît, monsieur. Ok, merci, monsieur. Avant de répondre à la question, je crois qu'il faut rectifier le monsieur Lengani. Allez-y, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, je dirais après la création de la... Ok. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien, allez-y, s'il vous plaît. Donc, je disais qu'après la création de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, le Burkina Faso a fait un grand pas dans l'opérationnalisation de la loi 060 qui adoptait le régime d'assurance maladie universelle. Le ministre a insisté ici sur l'importance de l'assurance maladie pour les populations burkinabées et aussi sur le fait que cette loi-là, qui consacre l'assurance maladie, est importante à travers les différentes politiques de notre pays. Il a cité le plan national de développement économique et social. Il y a aussi la politique nationale de la protection sociale. Donc, après la création de cette caisse, nous avons élaboré un certain nombre de textes d'application de la loi 060. Et parmi ces projets de textes, nous avons les textes relatifs au panier de soins. Il y a aussi le texte relatif aux modalités d'immatriculation et d'affiliation des assujettis et les modèles types de convention avec les prestataires de soins de santé. Après cela, nous avons contribué fortement à l'adoption d'un décret qui porte sur la détermination des critères de définition de la personne indigente au Burkina Faso en organisant un cadre qui a réuni les différents acteurs de la protection sociale pour harmoniser les critères de la personne indigente au Burkina Faso. Et après tout cela, nous avons aussi l'adoption des mesures de gratuité des soins de santé au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans que notre pays a adopté depuis 2017. Et aussi, depuis 2019, nous avons commencé la couverture des personnes indigentes dans 4 régions pilotes dans notre pays. Et il faut dire que dans ces 4 régions-là, les personnes qui ont été ciblées comme indigentes sont en gros 70 000 personnes. Et ces premières phases-là permettront déjà de tester certaines fonctions du régime d'assurance maladie universelle, à savoir le conventionnement, et aussi de voir comment nous pouvons fonctionner par délégation avec les partenaires techniques que nous avons dans notre pays, à savoir les mutuelles sociales et les ONG d'appui à la mutualité sociale. Et après cela, il faut dire que le gouvernement même a adopté un calendrier d'opérationnalisation du RAMU. Et ce calendrier consacre le principe de la délégation de fonctions à des mutuelles sociales qui sont plus proches de certaines catégories de population, à savoir le monde rural et notamment aussi les acteurs de l'économie informelle. Donc, nous avons aussi, en partenariat avec le ministère en charge de la Santé, enclenché le processus d'élaboration d'une nomenclature générale des actes des professionnels de santé, et ce processus est très avancé. Donc, nous avons pu réunir tous les acteurs clés qui déjà se sont compris sur la démarche et on a donné une orientation claire pour le processus d'adoption de cette NGAP-là qui est très important dans la mise en œuvre d'une assurance maladie universelle. Comme défi pour notre pays, il faut dire que la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, qui est une nouvelle structure, rencontre aussi des difficultés comme toute nouvelle structure d'ailleurs, à savoir pour fonctionner. Et pour fonctionner, il y a quelques difficultés qui se présentent. Donc, il faut quand même relever ces difficultés pour pouvoir opérationnaliser le régime d'assurance maladie universelle. Il y a aussi l'importance d'identifier même les acteurs de l'économie informelle. Comme tout le monde le sait, l'économie informelle, c'est un secteur très diversifié. Donc, il faut arriver à identifier clairement les acteurs de l'économie informelle. Qui est
acteurs de l'économie informelle, parce qu'il y a des acteurs qui se disent informels par opportunité. Donc, il faut arriver vraiment à identifier clairement ces acteurs-là. Et aussi, comment ils vont contribuer au financement du RAMU. Donc, le mode de financement de ces acteurs-là au financement du RAMU. Et également, l'implication même des fêtières, des acteurs de l'économie informelle. Nous avons plusieurs organisations professionnelles de l'économie informelle. Nous avons aussi une fêtière qui a été mise en place, à savoir le Conseil national de l'économie informelle. Il faut arriver à travailler avec toutes ces organisations professionnelles à travers leur fêtière nationale, qui est le Conseil national de l'économie informelle. Et également, il faut aussi naturellement chercher à formaliser ces acteurs-là pour qu'on sorte progressivement de l'économie informelle. Voici un peu quelques défis qui se présentent au Burkina Faso dans la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle, notamment pour la couverture des acteurs de l'économie informelle. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éléments qui nous ont permis de comprendre qu'il y a des avancées intéressantes qui ont été faites au niveau du Burkina depuis l'adoption de la loi, mais également ces défis importants dont vous avez parlé tout à l'heure, et nous espérons que dans le cadre de ce projet-là, certains de ces défis, notamment pour l'extension à l'économie informelle, pourront être relevés. Je vais revenir au Sénégal avec M. Ousmane Bass. Il est le directeur des stratégies de la planification de la Délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale, qui est l'institution en charge de la coordination du système de protection sociale au Sénégal. Alors, M. Bass, le Sénégal a adopté une stratégie nationale de protection sociale 2016-2035 et a mis en œuvre plusieurs outils et mécanismes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer les principales orientations de cette stratégie-là et nous parler de ces instruments et mécanismes qui ont pu être mis en place? Ensuite, quelle valeur ajoutée pensez-vous que ce projet-là, sur le régime simplifié, pourra apporter à l'extension de la protection sociale au Sénégal? À vous, M. Bass, pour maximum 5 minutes, s'il vous plaît. Merci, Draman. Bonjour, chers participants. Donc, comme vous le savez, au Sénégal, comme dans beaucoup de pays, la protection sociale a connu un regain d'intérêt ces dernières années. Et cela s'est traduit dans nos documents de référence, notamment le plan Sénégal émergent qui a posé un peu les orientations de la politique de protection sociale et que la délégation était chargée d'opérationnaliser à travers une stratégie nationale de protection sociale. Et cette stratégie nationale s'est appuyée sur les acquis enregistrés sur la mise en œuvre de la première stratégie, mais également sur les orientations stratégiques et sur l'expérience internationale. Mais il faut retenir qu'il y a deux grands paradigmes. Le premier paradigme, c'est l'approche cycle de vie qui a permis une meilleure coordination du système de protection sociale, mais également faire en sorte que l'individu, depuis la naissance jusqu'à la vieillesse, puisse bénéficier d'un système de protection sociale. L'autre grand paradigme, c'est que la stratégie nationale de protection sociale met beaucoup plus l'accent sur les actions, sur les causes de la vulnérabilité que sur les effets de la vulnérabilité. Et elle est basée sur 5 objectifs, donc selon le cycle de vie. C'est d'abord soutenir la protection sociale des enfants. Il s'agira de faire face aux différents types de vulnérabilité, mais également de rompre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Et le deuxième objectif adresse la question des programmes et régimes pour les personnes en âge de travailler. Et l'objectif 3, c'est l'établissement d'un système de revenus, mais également de soins pour les personnes âgées. Et le quatrième objectif adresse la question de la protection sociale des personnes vivant avec un handicap. Et enfin, le cinquième, sur la résilience de façon générale. Et il s'agit de mettre l'accent surtout sur l'aspect prévention, mais également imaginer des mesures structurelles pour le traitement des chocs covariants et émergents. Donc, pour réaliser ces objectifs, nous avons mis en place récemment, à côté donc, du système classique de sécurité sociale, de nouveaux programmes tels que le programme national de bourse de sécurité familiale, le programme de couverture maladie universelle, la carte d'égalité de chance. Et je vais peut-être très rapidement parler un peu de chaque programme.
Et comme vous le savez, le programme national de bourse de sécurité familiale, il opérationnalise tous les 4 objectifs donc, de la stratégie. C'est l'objectif sur les enfants, les personnes en âge de travailler, les personnes âgées, mais également les handicaps. Et il est né d'un constat d'un faible niveau de pauvreté. Donc, on a eu un taux de pauvreté qui est élevé et qui n'a que très peu baissé entre 2005 et 2015. Et donc, il y avait une nécessité de promouvoir un système de solidarité et d'autonomisation, mais également la nécessité d'une meilleure répartition des ressources. Et donc, il est conçu comme un filet de transfert donc, monétaire conditionnel aux populations pauvres et vulnérables. Et donc, aujourd'hui, c'est un programme qui nous vaut quand même beaucoup de satisfaction parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 316 941 familles donc, qui sont enregistrées dans ce programme. Et donc, les 291 000 sont des familles scorées, donc à partir du PMT. Mais également, nous avons 25 000 donc, qui sont des détenteurs de la carte d'égalité de chance, c'est-à-dire les personnes vivant avec un handicap. Et il y a eu 60 familles aussi d'enfants de la rue. Donc, et parmi les forces, quand même, il y a le fort soutien du président de la République, mais également l'absence de la politisation. Maintenant, à côté, il y a quelques difficultés quand même qui sont le fonctionnement des comités locaux, mais également l'insuffisance de budget. Pour le programme de couverture maladie universelle aussi, là, il permet d'opérationnaliser, il intervient dans tous les 5 objectifs donc, de la stratégie. Et donc là, c'est le constat d'une faible protection contre le risque de maladie, donc qui a été évalué à 20% en 2012 et qui, pour la majorité, donc, couvrait les acteurs du système formel, donc avec l'assurance obligatoire à travers les IPM. Et donc, c'était une forte volonté donc, du pouvoir en place de résoudre définitivement la question de l'accessibilité financière donc, des populations. Et c'est pour ça qu'il a été lancé ce programme en 2013 et comporte 2 grands dispositifs. C'est des politiques de gratuité, mais aussi les mutuelles. Les gratuités concernent les personnes âgées, c'est le plan Sésame. Il y a aussi la gratuité pour les enfants de moins de 5 ans. Il y a aussi les accouchements par césarienne. Et maintenant, pour les mutuelles, aujourd'hui, nous avons presque autour de 600 mutuelles avec un taux de pénétration de 42%, donc en 2019, ce qui est quand même un taux important, mais également le taux de couverture du risque maladie est passé donc de 20% à 49% entre 2012 et 2019, ce qui est aussi important, avec presque plus de 2 800 000 bénéficiaires donc, au niveau de ces mutuelles. Pour les gratuités, nous sommes presque à 3 millions donc, de cas. Il y a 2 millions qui concernent les enfants de moins de 5 ans. Il y a plus de 700 000 aussi qui concernent les personnes âgées. Et c'est un programme aussi qui nous vaut quand même de la satisfaction parce qu'on voit qu'il y a la réduction des paiements directs des usagers, des bénéficiaires des mutuelles. On note aussi la réduction de la mortalité maternelle et infantile, mais également il y a le renforcement donc, du respect donc, de la pyramide sanitaire, mais également le renforcement de l'offre des soins. Mais à côté aussi, il y a quelques faiblesses, c'est un peu voilà, les ruptures fréquentes de stock, mais on note également les cotisations, des difficultés donc, dans la collecte des cotisations et aussi les systèmes d'information qui n'est pas encore finalisé. Et pour la carte d'égalité de chance, ça c'était une volonté de traduire quand même le droit donc, de la personne vivant avec un handicap d'accéder à une sécurité sociale, ce qui est également inscrit dans notre constitution au Sénégal. Et donc, ça a été l'aboutissement d'un long processus pour être lancé donc, le 30 avril 2015. Et là, au bilan, nous avons presque 64 728 personnes donc, qui bénéficient, donc, qui sont dans ce programme-là et qui bénéficient de plusieurs services. C'est vrai que sur les 7 services qui étaient prévus, aujourd'hui, nous n'en avons que les 3 qui sont opérationnels. Ça fait partie des insuffisances. Il y a également le budget. Il y a aussi le budget qui est insuffisant. Il y a les difficultés liées aussi à l'accès à l'état civil pour cette catégorie. Mais également, nous savons aussi que parmi les forces, il y a le partenariat et l'articulation des filets sociaux
qui font que nous avons une trilogie entre le Programme national de bourse de sécurité familiale, la CMU et la carte d'égalité de chance. Maintenant, pour en venir en tout cas à la plus-value que je vois dans l'opérationnalisation de ce projet d'extension de la protection sociale, en l'occurrence le régime simplifié des petits contribuables, ou le régime simplifié de sécurité sociale, je pense que c'est un projet qui va venir carrément entrer dans le cadre de la stratégie en opérationnalisant l'objectif 2 principalement. Et je vois à travers ce projet tout à fait une extension de la couverture sociale. Ça, comme c'est un projet d'extension, c'est le premier effet qui est attendu, étendre la protection sociale. Et l'autre élément qu'on peut aussi annoncer, c'est l'élargissement du financement de la protection sociale par les cotisations. Quand on voit qu'il y a plusieurs options de financement de la protection sociale, avec ce projet-là qui sera un projet contributif dans une certaine mesure, donc ça permettra donc d'élargir le financement de la protection sociale, mais également d'internaliser les recommandations de 202 et 204, comme l'a dit Valérie, et ça permettra également de faire des progrès vers l'atteinte des ODD, notamment comme c'est apparu l'ODD la cible 1.3 et la cible 3.8. Mais ça permettra au Sénégal également de réaliser une réforme du plan Sénégal émergent qui était de faire en sorte que les acteurs de l'économie informelle puissent accéder à la protection sociale. L'autre avantage aussi, ce projet va contribuer à l'instauration d'une croissance forte et durable, puisque quand on améliore la santé des travailleurs, comme nous le savons au Sénégal, 60% des emplois non agricoles sont dans ce secteur-là, donc informel, et c'est un secteur qui contribue à 55% du PIB. Et donc, en améliorant la santé, nous agissons fortement sur la productivité et ça permettra donc d'instaurer une croissance forte et durable dans notre pays. C'est un projet également qui promeut le dialogue multi-acteurs, parce que quand on regarde le design du projet, on voit que le ministère du Travail, la délégation, le bureau opérationnel de suivi, la CMU, la direction. Donc, il y a un ensemble d'acteurs qui vont forcément travailler autour et ça va contribuer donc au dialogue multi-acteurs. Mais également, l'une des faiblesses ou l'une des caractéristiques du secteur informel, c'est qu'il y a une rupture de confiance entre les travailleurs et l'État. Et donc, ce projet-là va contribuer à rétablir la confiance entre donc, les travailleurs de l'économie informelle et l'État. Et aussi, c'est un projet qui va venir consolider les acquis du dispositif de la CMU, parce que comme on est dans l'assurance santé, il y a déjà la CMU qui est en place avec un dispositif, donc il y a une certaine articulation qui sera faite, d'autant plus que la mutuelle sociale des artisans va travailler de façon étroite avec les mutuelles communautaires de santé et il y aura des sortes de conventions qui permettront à la mutuelle sociale donc, de se baser sur le dispositif déjà en place de la CMU. Mais également, ça permettra une meilleure connaissance du secteur informel et dans des situations de crise comme la COVID, ça permettra de mieux orienter les interventions en tout cas d'urgence. Donc voilà, M. Draman, quelques réflexions que je voulais partager avec les participants. Merci. Merci beaucoup, cher ami Ousmane, pour ces éléments importants. Surtout cette progression de la couverture, lorsqu'on parle de couverture maladie universelle, je pense qu'en l'espace de quelques années, vous êtes passé de 20% à environ 49%, donc cela est à saluer. Et comme ça a été dit tout à l'heure par Valérie, ce projet permettra également de s'inspirer des expériences de certains pays et de les exporter vers d'autres pays qui n'ont pas pu réaliser ce genre de progrès-là, pour que nous puissions progressivement accroître la couverture de la protection sociale dans notre sous-région. Et merci également pour les liens que vous avez mis en avant sur l'importance du projet et les défis auxquels le système de couverture maladie universelle est confronté, notamment l'extension à l'économie informelle. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre intervenant suivant, donc qui est un partenaire social, si je peux m'exprimer ainsi. On l'a dit depuis ce matin, l'une des caractéristiques de ce projet-là, c'est qu'il est basé sur le dialogue social. Et donc, nous avons l'honneur d'accueillir M. Zanté Marcel, qui est le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina Faso, donc un acteur majeur dans
le dialogue social dans ce pays-là, mais aussi, on va le voir tout à l'heure, en matière de protection sociale. Alors, Monsieur Zanté, l'un des principaux défis pour l'extension de la protection sociale à l'économie informelle, on l'a vu depuis ce matin, c'est la mobilisation sociale, mais aussi c'est la mise en place de mécanismes adaptés pour couvrir les travailleurs de l'économie informelle. Et nous savons qu'au Burkina Faso, vous travaillez sur l'unité syndicale pour appuyer la promotion de la protection sociale notamment. Alors, pouvez-vous nous présenter comment l'unité d'action syndicale peut contribuer à une meilleure organisation des travailleurs de l'économie informelle pour faciliter leur accès à la protection sociale, qui est un élément important, mais aussi la participation des travailleurs de l'économie informelle au dialogue social, parce que très souvent, on constate que les travailleurs de l'économie informelle sont faiblement représentés dans le dialogue social en matière d'extension de la protection sociale. Donc, comment l'unité d'action syndicale peut jouer sur cela? Vous avez la parole pour au maximum 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, bonjour Draman. Je voudrais, avant tout propos, remercier le BIT et le Royaume de Belgique, ainsi que le gouvernement de nos deux pays, le Sénégal et le Burkina, qui ont bien voulu accepter ce projet pour notre population de l'économie informelle. Je voudrais simplement relever d'abord, mes interventions vont se poser sur 2 points. D'abord, sur la protection sociale, ensuite sur les objectifs que notre pays s'est fixé par rapport à ce projet-là, notamment sur l'assurance maladie universelle. Et donc, par rapport à la protection sociale, il faut relever que les organisations syndicales au niveau du Burkina Faso interviennent depuis un certain temps auprès des acteurs de l'économie informelle. L'UAS, l'unité d'action syndicale, en son sein, a effectivement plusieurs confédérations qui regroupent un bon nombre d'acteurs de l'économie informelle. Et on pourra en tout cas constater que dans plusieurs de nos cahiers de doléances, nous avions inscrit des points qui sont en lien directement avec la protection sociale pour les acteurs de ce secteur-là. Mais si on prend plus spécifiquement, je pourrais vous dire qu'il y a des organisations comme la CNTB, comme la CSV, comme l'ONSL, qui depuis plusieurs années maintenant travaillent au profit des acteurs de l'économie informelle. Si je relève quelques exemples ici, pour la CNTB, on a mis en place, avec le soutien de l'ONG Solidarité mondiale de Belgique, beaucoup d'actions en termes d'AGR, Activité génératrice de revenus, en termes de microcrédit et en termes de campagne de sensibilisation sur l'affiliation volontaire à la CNSS. Donc, ce qui amène beaucoup de ces acteurs-là à se diriger vers ces actions-là et de voir comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur quotidien. Et donc, au niveau de la CNTB, cela a été fait. Au niveau de la CSB, qui est la Confédération syndicale burkinabé, cela a également été fait aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'acteurs qui sont accompagnés avec des microcrédits. Vous avez beaucoup d'acteurs qui sont accompagnés avec des AGR. Au niveau de l'ONSL également, vous aviez un grand nombre de syndicats de l'économie informelle qui travaillent en tout cas avec le soutien de leur confédération pour essayer d'améliorer le quotidien des acteurs de l'économie informelle dans notre pays. Et nous savons qu'à travers ces 3 confédérations, bien entendu avec les autres, on pourra accompagner ces acteurs-là. Maintenant, partant sur la mobilisation des ressources, il faut savoir que si je prends l'exemple aujourd'hui de l'affiliation volontaire à la CNSS, vous constaterez que c'est vrai que le nombre n'est pas assez élevé pour le moment, mais néanmoins, chacun y va selon ses ressources, selon ses moyens, parce qu'ayant été convaincu qu'il peut avoir un soutien après. Mais si je ramène ça maintenant au niveau de l'assurance maladie universelle, qui est notre, en tout cas la politique qui est très mise en œuvre par le ministère du Travail, il faut reconnaître qu'à ce niveau, nous avions quand même quelques questionnements que nous nous posons. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même au niveau de l'UAS, au niveau de l'unité d'action syndicale, nous nous posons la question par rapport au panier de soins qui sera fourni. C'est sur la base de ce panier de soins plutôt que les populations, les travailleurs, les acteurs de l'économie informelle vont adhérer, ils vont payer les cotisations. Et donc, à travers la définition de ce panier de soins, nous pourrons maintenant voir comment est-ce qu'on doit agir. Également, il y a le problème, effectivement, du montant de la cotisation. Pour un fonctionnaire ou pour un travailleur salarié du privé, on ne sait pas combien va être fixé sur cette cotisation et on ne sait pas non plus pour un acteur de l'économie informelle qui a des niveaux, à un niveau différent du public ou du privé salarié, combien il va payer.
Parce qu'on ne pense pas que l'économie informelle soit le parent pauvre. C'est vrai qu'il y a des populations à l'intérieur qui n'ont pas assez de revenus, mais il y a aussi des populations qui sont bien rémunérées, qui ont beaucoup de ressources. Est-ce que la cotisation va être la même pour tous les acteurs, je dis pour tous les bénéficiaires, pour tous les adhérents à cette assurance maladie-là, ou bien elle sera à des niveaux différents? Ça, c'est une des problématiques qu'il faut que nous essayons de revoir. Et c'est pourquoi, au niveau de l'unité d'action syndicale, nous avions demandé au gouvernement, au ministère du Travail, de revoir pour nous mettre en confiance. Et nous l'avons, à travers des écrits que nous avons adressés au DG de la Caisse d'assurance maladie universelle, demandé à ce qu'on nous dise exactement où est-ce que nous en sommes avec le panier de soins. Si cette question est résolue, je pense que nous pouvons maintenant nous engager sur une phase maintenant d'amorcer la sensibilisation à grande envergure pour que les travailleurs puissent être beaucoup motivés pour pouvoir payer. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'à notre niveau, nous avons toujours réclamé le fait que les revenus aujourd'hui, au niveau d'un certain nombre de secteurs, sont assez bas. Et s'il faut encore dans ces revenus-là aller pour je vais dire, payer d'autres cotisations à ce niveau-là, il faudrait vraiment que nous soyons assez convaincus. Et pour nous convaincre, il faut des éléments assez concrets sur la table. Donc, à ce niveau, nous pensons que le projet pourrait en tout cas apporter un plus, et ce plus-là pourra en tout cas, à travers les actions qui ont été relevées, que j'ai notées ici, notamment la communication, notamment la sensibilisation, et bien entendu le renforcement des capacités des acteurs. Parce que c'est à ce niveau qu'à partir des organisations qui sont en place, pouvoir convaincre leurs membres. Je sais qu'au niveau de l'économie informelle de notre pays, il y a beaucoup qui sont effectivement dans des organisations, il y a des syndicats, mais il y a aussi des associations. Et plein d'associations dans l'économie informelle. Donc, ces associations ne sont pas contrôlées par les syndicats, donc il faut arriver à les convaincre. Il y a aussi des syndicats qu'il faut effectivement travailler à convaincre. Donc, les aspects sur en tout cas, les activités qui ont été énumérées ici, notamment le renforcement des capacités du système de communication, je pense qu'il faut que le projet travaille bien là-dessus. À notre niveau, comme on l'a toujours dit, nous allons toujours mener les campagnes comme on l'a toujours fait, à travers en tout cas des revendications que nous pourrons faire au gouvernement à l'endroit de ce public cible-là. Et bien entendu, à l'endroit effectivement des opérateurs comme la Chambre de commerce et autres qui pourront accompagner les acteurs d'un certain niveau-là afin qu'ils puissent s'en sortir. Donc, j'ai essayé de ramasser un peu ma communication pour ne pas trop m'éloigner du sujet. Et je m'arrête là pour d'éventuelles questions. Merci bien. Merci, merci de vous présenter pour ces informations importantes sur ce qui se fait déjà par les syndicats. Je pense que c'est déjà une bonne base pour pouvoir travailler dans le cadre de ce projet-là. Mais également, vous avez mis l'accent sur les défis et les difficultés. Et je peux noter qu'il y a encore du travail à faire sur les paramètres techniques et financiers du régime d'assurance maladie. Vous avez parlé du panier de soins, vous avez parlé du montant des cotisations. Et justement, dans la présentation du projet qui a été fait tout à l'heure par mes collègues, vous avez bien vu que la définition des paramètres techniques et financiers constitue l'une des interventions principales dans le cadre de ce projet-là. Et nous espérons qu'avec votre collaboration, nous parviendrons à apporter cette contribution-là. Alors, après les acteurs au niveau national, comme on vous a dit tout à l'heure, ce projet a l'avantage d'avoir une composante régionale. Et dans cette composante régionale-là, nous allons travailler avec deux institutions importantes dans le domaine de la promotion de la protection sociale. Il s'agit de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, donc la CIPRES, que tout le monde connaît, mais également de la commission de l'UEMOA qui, depuis quelques années, travaille énormément dans le cadre de la protection sociale. Alors, je vais commencer par la CIPRES avec Madame Cécile Bouba, qui est le secrétaire exécutif de cette institution panafricaine que nous saluons. Alors, Madame Bouba, les organismes de prévoyance sociale disposent d'énormes potentialités pour l'extension de la protection sociale. Dans presque tous les pays, on a au moins un organisme de prévoyance sociale. Et donc, on peut dire que ce sont déjà des acquis pour la plupart de nos pays. Mais ces organismes-là rencontrent des difficultés d'ordre légal, d'ordre opérationnel pour pouvoir étendre la protection sociale au travail de l'économie informelle. Alors, pouvez-vous nous présenter les initiatives engagées au niveau de votre institution, la CIPRES, pour aider les organisations sociales à étendre la protection sociale au travail de l'économie informelle, mais aussi nous dire quelques pistes de collaboration
avec le BIT dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Donc, Madame Bouba, vous avez environ 5 minutes pour votre intervention, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, Madame Bouba, je pense que votre micro est fermé. On ne vous entend pas pour le moment. OK. Voilà. OK, c'est OK. J'espère que vous m'entendez maintenant. Voilà, merci beaucoup. Je vous remerciais tantôt d'avoir bien voulu inviter la conférence interafricaine de la prévoyance sociale à cette importante rencontre. Donc, bonjour à vous tous, distingués participants. Je voudrais commencer par rappeler que la conférence interafricaine de la prévoyance sociale est une organisation régionale chargée du contrôle et de l'appui technique aux organismes de prévoyance sociale et qu'elle regroupe 17 États membres de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'océan Indien. Je voudrais également rappeler que les États membres se sont fixés des objectifs, parmi lesquels l'extension de la protection sociale aux États. Donc, voilà, vous comprenez bien que l'un de nos objectifs majeurs au niveau de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale est l'extension de la protection sociale. À ce sujet, il y a lieu de dire que dans l'espace CIPRES, la plupart des États membres ont mis en œuvre, par des textes législatifs, mis en place des systèmes de protection sociale, mais force est de constater que ces systèmes de protection sociale ne couvrent en majorité que les travailleurs du secteur formel. Aussi, malgré la forte exposition des travailleurs de l'économie informelle au risque, ils sont pour le moment encore privés, pour ce qui est de la grande majorité, d'une protection formelle en matière de sécurité sociale. Selon les données, en effet, le taux d'informalité dans la zone varie entre 56,9% et 92%, contre seulement 2%, contre seulement environ 2% et 25,9% pour ce qui est du secteur formel. Également, il y a lieu de préciser que la mise en œuvre de l'assurance maladie reste une préoccupation majeure dans la zone. Plusieurs États membres se sont engagés sur ces deux chantiers importants que sont l'extension des champs matériels et personnels de la sécurité sociale. Donc, nous ne pouvons que saluer cette initiative de l'Organisation internationale du travail en collaboration avec le ministère de la Coopération du Développement belge, qui aidera 2 de nos États membres à mettre en œuvre cette extension. Donc, globalement, plusieurs initiatives ont été engagées par la CIPRES. Il y a lieu de préciser qu'au lendemain du 2e colloque mondial sur le travail décent, la déclaration de Yaoundé a vu le jour et en 2012 est apparu ce nouveau paradigme, à savoir le socle de protection sociale qui nous interpelle tous à mettre en œuvre une couverture pour toutes nos populations. Donc, au niveau de la zone CIPRES, dès 2015, bien que plusieurs réflexions étaient déjà menées, concrètement, en 2015, nous avons mis sur pied un comité technique d'experts issus des États ayant déjà une expérience sur le développement des programmes d'extension de la sécurité sociale. Ce comité était chargé d'accompagner les États membres dans leur processus d'instauration, non seulement de l'assurance maladie, mais également d'extension de la sécurité sociale aux travailleurs de l'économie informelle. Il faut également préciser qu'au niveau de la zone CIPRES, nous avons procédé à l'institutionnalisation d'un forum sur l'assurance maladie, de même qu'un forum sur la branche de la pension de retraite. Et depuis 2016, nous avons également procédé à la création d'échanges périodiques sous forme de forums thématiques où l'examen des expériences et le résultat des réflexions ont permis de formuler des recommandations aux États, dont certaines ont été entérinées
par décision du Conseil des ministres. L'on note à cet égard plusieurs recommandations du Conseil des ministres aux États, et notamment l'élaboration d'un cadre juridique et institutionnel d'extension de la couverture sociale, l'instruction de mener des réflexions sur les modalités permettant de rendre attractive l'assurance volontaire en vue de capter le maximum de travailleurs des secteurs informels ou encore non couverts. L'on note également la mise en place, une instruction sur la mise en place effective de la couverture maladie, notamment la définition d'une stratégie permettant de réduire les paiements directs et des coûts de soins par les ménages en vue d'une protection financière effective des populations et faciliter l'accès aux soins de santé. Également, l'une des recommandations du Conseil des ministres concerne le fait, pour les États disposant déjà d'un programme d'assurance maladie, de développer des stratégies d'adhésion obligatoires à la couverture maladie pour les travailleurs de l'économie informelle. Il y a lieu de dire que la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que la performance obtenue font l'objet de suivi permanent au niveau du secrétariat exécutif et d'une appréciation commune de tous les États. Les résultats obtenus jusqu'ici sont prometteurs, ça il faut le dire, car l'on note beaucoup d'intérêt de la part des États, matérialisés par de nombreuses initiatives. Également, depuis 2020, la CIPRES a lancé un vaste projet de réflexion sur l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle, notamment les agriculteurs, les artisans, les commerçants et les transporteurs, qui devra aboutir à l'identification des problématiques particulières de couverture de ces catégories de travailleurs. Les résultats de ces travaux seront présentés lors du colloque sur l'extension de la couverture sur l'extension de la couverture organisée cette année 2021, au cours duquel la CIPRES compte inviter les organismes spécialisés dont le Bureau international du travail. Ce colloque ambitionne de produire un document cadre ou encore un guide de mise en œuvre de projets d'extension à l'endroit des travailleurs que j'ai cités précédemment. Par ailleurs, le secrétariat exécutif compte lancer dès le second semestre 2021, des partenariats avec des écoles ou encore avec des universités de la zone en vue de promouvoir la sécurité sociale au niveau académique et partager ainsi les nouvelles connaissances qui devraient alimenter les initiatives d'extension de la couverture dans la zone. Maintenant, c'est vrai, vous l'avez dit, la mise en œuvre de l'extension de la couverture sociale tant aux travailleurs de l'économie informelle que la mise en œuvre d'une couverture universelle nécessite beaucoup de réflexion. C'est vrai que nous reconnaissons que la stratégie de l'extension des champs matériels et personnels de la sécurité sociale renferme en elle-même plusieurs défis qu'il faut relever. Et les principaux défis pour l'extension de la sécurité sociale au niveau de la zone, nous le savons à peu près, c'est la mise en place d'un cadre juridique adéquat, vous l'avez relevé, c'est la mise en œuvre de nouvelles structures ou à défaut, le renforcement des structures déjà existantes, la résolution de l'équation du financement également. Donc, face à ces différentes problématiques qui sont bien entendu exhaustives, plusieurs axes de collaboration peuvent être envisagés avec l'Organisation internationale du travail sur cette problématique. Les axes sont nombreux, mais nous pensons que prioritairement, nous avons besoin d'un appui à la réflexion que nous menons quant aux stratégies et outils à mettre en œuvre pour accélérer le processus d'extension des champs personnels et matériels de la sécurité sociale. Plusieurs initiatives ont vu le jour, beaucoup de choses ont été faites, des fruits sont en train de germer, mais nous pensons que nous avons besoin de l'appui de l'Organisation internationale du travail afin que les travailleurs de l'économie informelle aient les pleines garanties de protection sociale nécessaires à leur résilience aux risques sociaux et aux chocs économiques. D'autre part, nous pensons que toutes les populations ont besoin d'avoir accès aux soins de santé, facteur de lutte contre la pauvreté. Et en ce sens que
ces deux problématiques contribuent fortement à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. C'est aussi pour nous un moyen important de stimuler la productivité des travailleurs, un vecteur de cohésion sociale au plan politique, en même temps qu'un levier important qui permettra d'améliorer le bien-être de nos populations dans la zone. Il serait question à terme de développer une base de connaissances nécessaire pour l'architecture et la détermination des paramètres techniques et financiers pour l'élaboration des produits de sécurité sociale adaptés aux travailleurs de l'économie informelle, de renforcer le système d'information et d'adapter les cadres institutionnels pour faciliter l'immatriculation de ces travailleurs. Et ensuite, comme axe potentiel de collaboration, nous avons besoin d'un renforcement de capacité de l'ensemble des acteurs afin de faciliter le consensus autour des options d'extension de sécurité sociale qui, tout en garantissant l'adéquation et l'accessibilité aux prestations, garantissent également la viabilité et le développement des régimes. Je vous remercie infiniment de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Madame. C'est nous qui vous remercions pour ces éléments importants-là. Et nous avons noté pas mal d'initiatives, notamment ce vaste projet que vous avez lancé en 2020 sur l'extension, la réflexion sur l'extension de la protection sociale à l'économie informelle et ce forum qui aura lieu en 2021. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ce projet a une durée de 18 mois environ, donc environ 2 ans. Donc, ça veut dire qu'au cours de ces 2 ans-là, on aura l'occasion de collaborer ensemble dans le cadre de ces forums-là pour essayer d'élaborer ces actes dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, nous vous remercions. Nous allons terminer ce panel par la commission de l'UEMOA, qui est représentée dans cet atelier par Dr Bakary Siriki Kone. Il est le chef de division de la protection sociale au sein du département du développement humain de la commission de l'UEMOA. Et donc, vous comprenez que c'est un acteur de taille au niveau sous-régional que nous avons. Et j'aimerais aussi, avant de lui poser la question, qu'il est accompagné par le docteur Bira, qui est du Conseil du travail et du dialogue social de la commission de l'UEMOA. Depuis ce matin, on a parlé du dialogue social. Donc, vous voyez qu'en plus de la commission en tant qu'organe économique et monétaire, nous avons le Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA qui sera partenaire également dans la mise en œuvre de ce projet-là. Alors, Monsieur Kone, la commission de l'UEMOA joue depuis quelques années un rôle important dans la promotion de la couverture en santé dans la sous-région, avec notamment le règlement de la mutualité sociale, mais aussi la mise en place d'un vaste projet sur la couverture du risque maladie. Pourriez-vous partager avec nous les principales leçons tirées de votre appui aux États membres dans la promotion de la couverture en santé et les interventions prioritaires au niveau sous-régional pour renforcer cet appui? Donc, s'il vous plaît, Monsieur Kone, vous avez 5 minutes maximum pour votre intervention. Merci. Merci beaucoup, Draman, cher frère. Merci au BIT d'avoir accepté d'associer la commission de l'UEMOA à cette activité importante. Vous l'avez dit, hein, je ne suis pas seul à cette réunion. Je suis accompagné de Dr Biran Thiam, dont vous avez parlé tantôt, mais je suis également accompagné de M. Hugues Chibozo, qui est le coordinateur d'un de nos projets phares dans le domaine donc, de l'assurance maladie. Donc, c'est le projet d'appui à l'extension de la couverture du risque maladie dans les États membres de l'UEMOA. Alors, rapidement, hein, peut-être que beaucoup ne le savent pas, je vois que nous avons un peu plus de 80 participants connectés à cette réunion. Mais la commission de l'UEMOA, c'est 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont en commun une monnaie unique, le franc CFA pour ne pas le nommer. C'est une institution qui a plusieurs organes, dont la commission de l'UEMOA qui est l'organe d'exécution. Et la commission de l'UEMOA est plus connue pour tout ce qui est chantier relatif à la convergence macroéconomique, au marché commun, libre circulation des personnes et des biens, moins connue pour les questions sectorielles, notamment de santé ou protection sociale. Mais les chefs d'État, très rapidement, ont compris que l'économie n'est rien sans tous ces secteurs-là. Dans le cadre donc de nos activités, dans le cadre donc de la protection sociale, nous avons déroulé 2 grandes actions phares.
La première action concerne donc le domaine de la mutualité sociale, qui est un domaine que nous avons investi depuis une quinzaine d'années avec l'appui du BIT. Donc, j'aimerais quand même le signaler à travers le programme STEP, qui nous a permis d'aboutir à une réglementation uniforme donc, au niveau de la zone UEMOA dans le domaine de la mutualité sociale. C'est le fameux règlement UEMOA qui aujourd'hui est quand même une référence donc, en la matière. La seconde action concerne spécifiquement les questions de couverture du risque maladie. Nous mettons en œuvre le projet dont j'ai parlé tantôt, qui est le projet d'appui à l'extension de la couverture du risque maladie, qui a été initié depuis 2011 avec l'appui de l'Agence française de développement. C'est un projet qui a pour objectif d'appuyer les États membres dans la conception et la mise en œuvre de leur stratégie d'extension de la couverture du risque maladie. Et vous le remarquez, hein, le terme extension a été utilisé à dessein, parce que, comme cela a été dit longuement ce matin, les chiffres donc, de couverture que nous avons au niveau de notre sous-région concernent en général la couverture du secteur formel, donc des salariés. Donc, pour étendre donc, cette couverture du risque maladie, il est important de s'intéresser donc aux populations non encore couvertes, notamment aux populations donc œuvrant dans le secteur informel, bien évidemment avec les indigents, etc. Donc c'est un projet qui est quand même assez vaste, qui a plusieurs volets, donc qui prennent en compte des besoins exprimés donc par les États membres. Nous avons un premier volet qui concerne la mise en place de cadres de concertation. Ce qu'il est fondamental dans ce genre donc, de chantier, qu'il existe, qu'on puisse mettre en place des cadres de discussion, de partage d'expérience. Donc ça, c'est le premier volet d'intervention du projet. Le second volet, c'est la mise à disposition d'expertise donc spécifiques en fonction des besoins exprimés par les pays. Et le troisième niveau, c'est le renforcement des capacités donc, des acteurs. Alors, quelles leçons nous pouvons tirer de la mise en œuvre de ces deux chantiers phares de la Commission de l'UEMOA dans le domaine de la protection sociale? Au niveau de la mutualité sociale, je l'ai dit tantôt, hein, la réglementation qui a été adoptée en 2009, ça fait plus de 10 ans maintenant, est une réglementation qui vient combler un vide, une réglementation saluée aussi bien par les États membres qu'au-delà. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelques difficultés en ce qui concerne donc la mise en œuvre, c'est bien évidemment compréhensible. C'est une réglementation qui est quand même assez rigide, ce n'est pas une directive, c'est un règlement qui engage donc les pays à mettre en œuvre tous les instruments prévus donc dans le texte, ce qui génère un certain nombre de difficultés que nous essayons donc de régler avec les pays. Il y a toujours dans le cadre de la mutualité sociale, une structure que nous avons mis en place justement pour aider la Commission et les États membres à permettre une mise en œuvre efficace donc, du règlement. C'est le comité consultatif de la mutualité sociale qui regroupe des experts donc, des États membres hein, qui viennent aussi bien donc, de la tutelle que des mutuelles sociales, mais également des partenaires au rang desquels figure le BIT. Nous avons organisé en décembre dernier la 10e session annuelle de ce comité consultatif-là, qui est un succès et qui permet bien évidemment donc, de pouvoir proposer des solutions aux difficultés rencontrées donc, au niveau des pays. Au niveau du PACRM, le projet d'appui à l'extension de la couverture du risque maladie, le constat que nous faisons, c'est que les États sont à différents niveaux donc, de définition et de mise en œuvre de leur stratégie. On estime que pour les appuyer de façon efficace, il est extrêmement important de prendre en compte cela. Donc, pouvoir proposer des appuis différenciés au pays, c'est vraiment extrêmement important. Il ne s'agit pas de définir, de monter des projets qui offrent donc les mêmes solutions à tous les pays, mais il faut tenir compte des besoins spécifiques à chaque pays. Bien évidemment, il y a des besoins qui se recoupent, qui permettent donc de pouvoir faire des propositions beaucoup plus globales sur un certain nombre donc, de sujets. On a aussi, en termes de leçons, retenu qu'il y a d'énormes besoins en renforcement de capacité.
Les acteurs nationaux, très souvent, ne sont pas suffisamment outillés pour bien comprendre donc, les enjeux de la couverture du risque maladie, ne sont pas suffisamment outillés donc, pour faire des propositions les plus adéquates pour prendre donc, en charge les problématiques donc, qui doivent être adressées. Et enfin, comme leçon que nous avons tirée donc, de la mise en œuvre de ce projet-là, c'est bien évidemment le besoin de développer donc, des outils donc, de gestion, des outils pour mettre en œuvre donc, ces politiques, ces programmes-là. Il y a encore une fois nécessité de travailler avec l'ensemble des pays pour que les uns puissent apprendre des autres. Quelqu'un l'a dit ce matin, hein, il est vraiment important que dans un cadre de partage d'expérience, que ceux qui sont en avance par rapport à tel sujet puissent offrir donc leurs solutions, proposer leurs solutions à ceux qui sont en retard et qui sont en train donc de chercher leur chemin. C'est extrêmement important à relever et à retenir donc comme leçon. Donc pour terminer, parce que j'ai que 5 minutes malheureusement, le sujet est tellement vaste que c'est difficile de tenir en 5 minutes. Mais pour terminer, je voudrais dire que la commission de l'UEMOA se réjouit donc du projet donc, qui sera mis en œuvre par le BIT en collaboration avec la Belgique. C'est un projet qui concerne 2 pays donc, de l'UEMOA. Et bien évidemment, nous nous tenons donc à la disposition donc, du BIT et des États membres pour pouvoir donc apporter tous nos appuis. Voilà, j'ai essayé de faire court. S'il y a des préoccupations particulières, je suis prêt à y répondre, soit directement ou via le chat. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, cher Koné, cher frère, tu l'as dit tout à l'heure. Nous avons travaillé dans cette thématique-là pendant longtemps et c'est un plaisir de te retrouver également ici. Donc, nous retenons des éléments essentiels de ta présentation sur lesquels je pense que le projet va essayer de collaborer avec la commission de l'UEMOA. Notamment, tu as insisté sur le fait qu'il faut des appuis différenciés en fonction des pays. Et c'est justement dans ce cadre-là que on va essayer de faire des consultations nationales dans chacun des pays qui est engagé pour essayer de prendre en compte les réels défis, le contexte national, avant de stabiliser les documents de projet. Et donc, je pense que cet élément que tu as souligné est très important pour nous et nous avons essayé de le prendre en compte. Et je pense que l'envergure de l'UEMOA au niveau sous-régional permettra cet échange d'expériences-là dont tu as parlé. C'est vrai, le projet est focalisé sur le Sénégal et le Burkina Faso, mais comme on l'a dit, il y a une composante globale. Donc, au niveau de Genève, il y a une composante régionale et il y a des composantes pays. Donc, la composante globale et régionale vont profiter aux autres pays qui ne sont pas directement engagés dans ce projet-là. Et donc, c'est là aussi la spécificité de ce projet. Donc, merci beaucoup, cher Siriki, pour ces différents éléments-là. Donc, chers participants, nous venons de passer en revue l'ensemble des panélistes et je pense qu'ils nous ont donné des informations assez pertinentes qui pourront guider la mise en œuvre de ce projet-là. On a souhaité avoir des questions à travers le chat. Nous avons reçu quelques commentaires, quelques salutations, mais pas des questions assez significatives. L'une des questions, par exemple, abordée en provenance du Sénégal, s'interrogeait sur le fait que ce projet-là ait pris en compte les boulots d'étranglement qui font que depuis longtemps, on parle d'extension de la protection sociale, mais on n'y est pas encore arrivé. Et comme on l'a dit, ce projet, à travers quelques contributions techniques, va essayer de prendre en compte certains de ces éléments-là pour développer des outils adaptés à l'extension de la protection sociale au travail de l'économie informelle. Un autre commentaire que nous avons relevé parlait de rendre obligatoire la protection sociale pour le travail de l'économie informelle. C'est vrai que c'est un sujet sensible parce que vous constaterez que dans beaucoup de pays, lorsqu'on veut étendre la protection sociale à l'économie informelle, on fait systématiquement le pari sur le caractère volontaire en se disant que c'est difficile de rendre obligatoire. Mais l'expérience a montré que le caractère volontaire ne permet pas d'aller rapidement vers l'extension que nous souhaitons. Donc, aller petit à petit vers des solutions d'adhésion automatique, voire obligatoire, est une piste sur laquelle nous pouvons tous travailler dans le cadre de ce projet-là. Alors, nous avons accusé du retard, mais comme je l'ai dit, on a pu balayer l'ensemble des interventions. Les consultations au niveau national aussi nous ont permis d'échanger avec les différents acteurs. Donc, à moins que quelqu'un ait une question brûlante, nous allons aller vers la phase de clôture
de ce lancement, sachant que nous aurons d'autres occasions pour pouvoir encore revenir sur ces différents éléments-là. Voilà. Alors donc, sans plus tarder, j'aimerais remercier tous nos panélistes pour les informations importantes qu'ils nous ont fournies. Il y a eu des questions qui ont été posées que nous avons relevées dans le chat, mais je l'ai dit tout à l'heure, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Il y a eu des contributions. J'aimerais, avant de donner la parole à Valérie Schmitt pour la clôture de ce lancement-là, vous transmettre le mot du directeur de notre bureau basé à Abidjan, qui couvre le Burkina Faso, qui devrait être là à cette clôture-là. Mais comme vous le savez, avec les événements actuellement en Côte d'Ivoire, la plupart des organisations internationales sont prises par l'actualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas pu être présent, mais il nous a demandé de vous transmettre à tous, au nom de son bureau, mais au nom du BIT, ses remerciements pour votre participation à ce lancement-là. Il a indiqué que nous avons pris bonne note de la plupart des éléments qui ont été évoqués lors de ce lancement, notamment par les ministres, les différents ministres qui ont évoqué beaucoup d'éléments sur lesquels nous allons nous inspirer, les panélistes, mais également à travers le chat, nous avons relevé pas mal d'éléments. Il me charge également de vous dire que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là, le BIT va mettre en place des équipes projets dans chaque pays. Donc, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Sénégal, on aura des équipes légères de projets sur lesquelles on va s'appuyer pour essayer de mettre en œuvre ce projet-là. Et il vous demande d'accorder toutes les facilités à ces équipes projets-là pour que le projet soit mis en œuvre dans un cadre vraiment efficace pour qu'on puisse atteindre les résultats. Donc, ce sont quelques points essentiels que j'ai pu tirer du message que le directeur Frédéric devait prononcer, mais malheureusement n'a pas pu être là, mais il me demande de vous transmettre tous ces remerciements. Donc, je vais à présent passer la parole à Valérie pour ces mots de clôture de ce lancement-là. Comme je l'ai dit, on n'a pas eu suffisamment de temps, mais on a pu échanger. On aura l'occasion de revenir encore. Je vois nos amis au Burkina qui sont dans une salle tous ensemble, mais j'espère qu'on aura encore des réunions comme ça où on pourra échanger en profondeur sur le projet. Donc, Valérie, je te donne la parole pour les mots de clôture. Merci. Merci, Aman. Merci à tous. Je voudrais remercier toutes les personnes du BIT, de la coopération belge, mais aussi les gouvernements, les partenaires sociaux au Burkina Faso et au Sénégal qui ont contribué au succès de cet événement. Je voulais remercier aussi, bien entendu, les 3 ministres qui ont été associés à cet événement et qui ont contribué au lancement de ce projet, aux partenaires sociaux, société civile et aussi aux représentants de la CIPRES et de l'UMOA, et les remercier chaleureusement. Je pense que d'après les discussions que nous avons eues et toutes les présentations et allocutions, ce projet me paraît particulièrement pertinent compte tenu de la situation actuelle de la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons et que le Burkina Faso et le Sénégal en particulier traversent aujourd'hui. Compte tenu aussi des stratégies nationales qui préexistent ce projet, des politiques et des engagements forts des gouvernements de ces 2 pays ainsi que des partenaires sociaux pour faire de la protection sociale une réalité pour tous. Je pense que ce projet est prometteur compte tenu de cette volonté politique forte que nous avons pu toucher du doigt au cours de cette discussion, mais aussi grâce à l'implication forte des partenaires sociaux et de la société civile, des organisations fêtières, des organisations de l'économie informelle qui sont associées à la définition et à la mise en œuvre de ce projet. Je pense aussi que ce projet est prometteur dans la mesure où, bien sûr, il consolide le design existant, à la fois du régime simplifié et de l'assurance maladie au Burkina et du régime simplifié au Sénégal, mais il va au-delà de la définition des paramètres techniques, dans la mesure où il va essayer de mettre en œuvre un pilote, au moins au Sénégal, et certainement dans les phases ultérieures du projet, ces pilotes permettront de grandir et de couvrir effectivement de plus en plus de personnes. Ce projet contribue bien entendu à l'extension de la protection sociale, mais il contribue aussi à d'autres résultats qui sont clés.
beaucoup de participants ont mentionné le lien entre ce projet et les politiques de formalisation de l'économie. Et ce lien passe bien entendu par une coordination des politiques, mais aussi la mise en place d'outils comme des outils de gestion de l'information qui permettent de savoir quelles sont les personnes dans l'économie informelle et comment entrer en contact avec elles afin de les inclure à la fois dans les systèmes de protection sociale et d'autres politiques de formalisation. Le projet contribue aussi à un résultat qui est extrêmement important, qui est de combler progressivement les besoins de financement en matière de protection sociale. On sait très bien que les budgets de l'État ne sont pas extensibles et qu'il est très important que l'ensemble de la société contribue à la protection sociale au travers de régimes contributifs adaptés évidemment aux conditions de vie et aux ressources des personnes dont nous parlons. Enfin, ce projet est prometteur parce qu'il va permettre de créer, de générer des nouvelles connaissances, de l'expérience et comme l'ont dit les représentants de la CIPRES et de l'UMOA, les partager au niveau de la région et de la sous-région. Des connaissances en matière de, bien sûr, définition des paramètres techniques et financiers des régimes de protection sociale pour l'économie informelle, des connaissances en matière de mise en œuvre concrète, comment passer des accords avec les organisations de la société civile et de l'économie informelle, des connaissances en matière de systèmes d'information et de gestion, comment mettre en place des systèmes, des outils de MIS dans l'économie informelle, des connaissances et de l'expérience en matière de création d'une culture de protection sociale, de renforcement de la confiance entre l'État et la société civile, etc., etc. Et il est clair que ces connaissances, cette expérience sont clés pour la région, mais aussi pour le niveau global. Et c'est là que le programme phare mondial est en jeu, dans la mesure où nous souhaitons vraiment faire en sorte que ces deux projets contribuent à la base de connaissances que nous développons au niveau global. Un dernier point, nous préparons donc la deuxième phase du programme phare mondial pour les socles de protection sociale. Évidemment, ce projet en fait partie et nous vous convierons par conséquent au cours de cette année à différents événements, notamment en octobre, sur le lancement de la deuxième phase où vous aurez la possibilité de partager les résultats préliminaires de ce projet avec d'autres pays. Merci infiniment à tous mes collègues, à tous les participants à cette table ronde et j'espère que donc je vous souhaite plein de courage et pour la suite de ce projet et sa mise en œuvre effective et vous recevrez évidemment l'appui non seulement de l'équipe basée à Dakar et gérée par Monsieur Aïdara et donc l'équipe sous la houlette technique de Draman Bachabi, mais aussi vous recevrez l'appui technique pour certains points beaucoup plus particuliers de l'équipe de Genève qui comporte aussi des spécialistes dans différents domaines de la protection sociale. Un grand merci et à très bientôt. Merci Valérie, merci à tous. Merci beaucoup et pour toutes ceux et celles qui veulent plus d'informations sur le projet et suivre l'avancement, vous avez le lien sur le site, pour le site du projet sur l'écran. Merci à tous et excellente journée.